Bien, allez, on va commencer. Donc, on vous propose la conférence Covid avec, je vais vous accueillir Hélène Soublé et Gilles Pipien. Donc, Hélène Soublé est vétérinaire de formation et directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et Gilles Pipien est membre de l'association Humanité et Biodiversité, dont le président d'honneur est Hubert Reeve. Donc, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Je crois que c'est Hélène qui va commencer par une petite conférence de 20 minutes. Et ensuite, Gilles. Et bien voilà, je vous laisse la parole. Et ensuite, on fera 15-20 minutes de questions-réponses. Merci beaucoup Aurélien. Donc, en effet, on va essayer de se partager la tâche en deux. Donc moi, je vais plutôt vous faire état des constats scientifiques, puisque je travaille pour une fondation de coopération scientifique. Donc nous, notre boulot, en fait, c'est de travailler avec des chercheurs sur des enjeux sociétaux et d'essayer de vulgariser en fait, les résultats de la science. C'est pas toujours simple. Donc je vais essayer de vous présenter là en 20 diapos ce qu'on sait en fait sur voilà, pourquoi est-ce qu'une pandémie comme celle de la Covid-19, donc qui est due à un coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2, parce qu'il est responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère, d'où son nom SARS en fait, et deux, parce que c'est pas le premier en fait, donc comme disait Nadia Heinrich-Bertrand dans le film précédent, en effet on le savait déjà. Et on alertait déjà sur le fait que voilà, ce risque de pandémie mondiale était quand même hautement probable. Et moi-même, je travaille sur le sujet depuis plusieurs années et j'avais eu l'occasion de le dire dans des conférences précédentes que cette pandémie arriverait. Mais j'avoue que lorsqu'elle est arrivée en 2020, j'ai été un peu saisie d'effroi parce que c'est toujours un peu terrifiant de se rendre compte que ce qu'on disait, on alertait sans être entendu nécessairement. Finalement, ça arrivait. Et donc, voilà, je vais essayer de vous faire un petit bilan rapide de ce que dit la science. Alors, je ne vais pas parler que du SARS-CoV-2, donc de la Covid, parce qu'on n'a pas encore de réponse en fait, vraiment très claire sur pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Par contre, on a beaucoup d'autres exemples qui démontrent que voilà, il y a quand même des profils qui sont relativement similaires et on peut imaginer quand même que c'est des processus équivalents qui ont été à l'œuvre pour la Covid. Alors d'abord, je voudrais voilà, vous montrer, pour replacer un peu quand même tout ça dans son contexte, c'est-à-dire que voilà, les maladies humaines, ce ne sont pas, et loin de là, que des maladies infectieuses. Là, on parle d'un coronavirus, c'est donc un pathogène, donc une maladie infectieuse. Mais en fait, dans le monde, on meurt, alors ça c'est le chiffre 2019 hein, de l'OMS, on meurt beaucoup plus de ce qu'on appelle des cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire en fait voilà, des maladies cardiovasculaires. Et donc ça, vous savez, hein, les maladies cardiovasculaires, c'est principalement dû à notre mode de vie, la sédentarité, l'absence de sport, l'épidémie d'obésité et la mauvaise nourriture. Donc trop gras, trop sucré surtout. Voilà. Ensuite, on meurt d'AVC, on meurt aussi de bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc ça, en fait, ces maladies-là, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, c'est des maladies qui sont dues à la contamination de l'environnement par des polluants. Hein, donc tout ce qui est particules fines dans l'air, les pesticides, etc. dans l'air, hein, qui contaminent l'air, et ça provoque des maladies qui sont en fait des insuffisances respiratoires à terme. Alors c'est chronique, c'est-à-dire que comme c'est des pollutions qui sont diffuses, on va en être atteint et on ne va pas forcément mourir tout de suite, mais quand même, vous voyez, hein, alors ça c'est des chiffres en millions de décès, hein, donc c'est quand même pas ridicule, et donc vous voyez, ces bronchopneumopathies, voilà, c'est 2 millions de décès par an. Donc c'est quand même beaucoup. Et puis après, il y a les maladies infectieuses qui arrivent. Alors on les voit arriver au niveau, donc à gauche vous avez au niveau mondial, hein, donc infection des voies respiratoires, les infections néonatales, les maladies diarrhéiques, tout ça, hein, celles qui sont en vert, ce sont des maladies infectieuses. Et quand on regarde, on fait un petit focus sur ce qui se passe dans les pays à faible revenu, on voit que c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que chez eux, en fait, c'est pas tellement les cardiopathies ischémiques, les AVC ou les bronchopneumopathies qui les font mourir, mais c'est plutôt justement ces maladies infectieuses. Et donc ça, c'est évidemment dû principalement au mode de vie. Donc si on fait un focus sur les maladies infectieuses, donc ici quelques chiffres hein, qui ont été mis en évidence par les scientifiques depuis plusieurs années et puis repris dans un grand rapport mondial qui a été publié en 2019 par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc qui dit qu'en réalité, on a tous les ans 5 nouvelles maladies humaines qui apparaissent. Et que dans ces 5 nouvelles maladies humaines, il y en a 3 d'entre elles qui sont directement liées aux animaux. Donc c'est ce qu'on appelle des zoonoses.
et que dans les maladies cette fois-ci existantes, toutes celles qu'on connaît, eh bien, il y en a 60% qui sont des zoonoses. Je parle des maladies infectieuses. Donc les bactéries, les virus, 60% viennent des animaux. Et quand on regarde ce qu'on appelle les nouvelles maladies, les maladies émergentes, et bien là on monte à 75%. C'est-à-dire que globalement, quand même, on a une tendance dans le monde qui dit que les maladies qui apparaissent, les nouvelles maladies qui apparaissent, de plus en plus elles sont liées aux animaux. Et donc c'est sur ça que les scientifiques travaillent, c'est-à-dire pourquoi en fait, pourquoi c'est comme ça. Et donc quand on regarde ici, vous voyez en bas le graphique en bas à gauche, ça vous montre que finalement, contrairement d'ailleurs aux chiffres de l'OMS, quand on les lit un peu vite, on pouvait voir, alors, je sais pas, j'en ai pas parlé, mais je vais quand même revenir dessus pour vous le montrer. En fait, on pouvait voir que ici vous avez les chiffres de 2000 en blanc, le petit rond blanc, et les chiffres de 2019 en rond plein. Et vous voyez en fait que sur les cardiopathies ischémiques ou les maladies qu'on appelle donc des maladies non transmissibles, métaboliques non transmissibles, elles augmentent, d'accord? Mais quand vous regardez les maladies infectieuses, c'est l'inverse, elles diminuent. Donc on a l'impression qu'il y en a moins en 2019 qu'en 2000. Hein, vous voyez par exemple les affections néonatales, le chiffre de 2019 était plutôt entre, on va dire, 2,5 millions, et puis le chiffre de 2000, le chiffre de 2000, 2,5 millions, et le chiffre de 2019, il est moins important. Donc ça veut dire qu'on arrive à lutter contre ces maladies, parce que ça, il s'agit ici du nombre de décès, alors qu'en fait, la diapositive suivante, il s'agit du nombre d'émergences. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de maladies infectieuses, mais on lutte de mieux en mieux, parce que voilà, les systèmes de soins sont de plus en plus efficaces, les prises en charge sont de plus en plus précoces, et ça au niveau mondial. Et donc, du coup, les gens, ils sont atteints, mais ils ne meurent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas quand même dans une situation où le nombre d'épidémies augmente. Alors après, il y a des petites subtilités, c'est-à-dire que bon, vous avez la courbe rouge et la courbe bleue, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement elles augmentent, mais en plus, les foyers qui émergent sont de plus en plus liés entre eux. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie qui apparaît dans un endroit du monde, finalement, ce même virus ou cette même bactérie va provoquer d'autres foyers dans d'autres endroits du monde. Et donc ça, en fait, ça multiplie les émergences. Mais ce n'est pas forcément des émergences de maladies différentes, en fait. Et c'est là pour la différence entre la courbe bleue et rouge. Alors, on avait fait un petit travail avec mon mari qui est vétérinaire aussi pour présenter en fait cette affaire-là en 2020, donc au début de la pandémie, pour essayer de repartir en fait dans le temps long pour voir qu'est-ce qui s'est passé en fait sur l'état en fait des maladies vis-à-vis des humains et comment est-ce que ces maladies finalement se répartissent. Toujours dans le même esprit de replacer les choses dans leur contexte, puisqu'on était au début de pandémie, et donc la dépêche vétérinaire nous avait demandé de faire un petit article sur les coronavirus et pourquoi ça nous arrivait. Donc on a fait ce diagramme qui montre en fait que l'homme a toujours vécu avec ses pathogènes, donc l'homme a toujours vécu avec des bactéries, des virus ou des protozoaires, des parasites diverses, et que finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui les émergences, c'est-à-dire l'augmentation de ces nouvelles maladies, c'est des choses qui sont en train d'apparaître, et donc on ne pouvait pas vraiment les anticiper on va dire plusieurs années avant. Donc, quand on regarde par exemple le paludisme, on a du paludisme depuis moins 10 000 ans, c'est-à-dire à peu près depuis la sédentarisation. Du coup, on voit que là, c'est des chiffres qui sont énormes, hein, puisqu'on a 500 000 morts par an. On peut regarder aussi ce qui se passe sur les pestes, 100 millions de morts par an. Donc ça, c'est pareil. 100 millions de morts au total et à peu près 100 morts par an. Donc ça, c'est pareil, ça vous montre pourquoi, en fait, on a cette dichotomie entre l'apparition des maladies, finalement, et notre capacité à lutter contre. Parce que la peste, c'est une maladie absolument mortelle, mais on arrive globalement à lutter contre. Donc il y a peu de morts maintenant, mais on en a eu beaucoup au cours des temps de l'histoire humaine. Même chose, la variole, éradiquée maintenant, a fait quand même 60 millions de morts. La tuberculose continue à faire 1,5 million de morts par an. Donc tout ça fait qu'on est loin en fait de connaître tout sur ces maladies infectieuses, qu'on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup de pathogènes autour de nous, et que ceci en soi devrait nous faire réfléchir, et qu'on n'a pas encore totalement réussi à passer le cap. Alors, quand le coronavirus est apparu, les scientifiques qui avaient déjà publié d'ailleurs sur le coronavirus se sont mis autour d'une table pour essayer
de ressortir les preuves les plus claires, en fait, ce qu'on savait sur les causes, pourquoi est-ce que ça nous arrive, comment ça se fait, etc. Alors, il y a déjà une chose qui n'est pas, d'ailleurs, sur cette diapositive-là, mais qu'ils ont mis assez rapidement en évidence, c'est que, mais qui se voit sur ce que je vous ai présenté auparavant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que cette maladie, finalement, a fait tant de bruit à l'époque, hein, il y avait peu de morts. Pourquoi est-ce qu'elle a été prise en charge extrêmement rapidement? Et bien, en fait, c'est uniquement parce qu'elle a touché les pays occidentaux, alors que des maladies comme la tuberculose, le paludisme, le virus Ebola, qui sont aussi des maladies qui sont extrêmement mortelles, d'ailleurs bien plus que le coronavirus, en fait, restent des maladies qui évoluent dans les pays à bas revenus, mais qui ne sont pas réellement prises en charge, notamment par l'industrie pharmaceutique. Et donc ça a été une des premières constatations du rapport. Et puis ensuite, ils ont dit, bon bah voilà, on va regarder en fait ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça arrive. Et ils ont mis à jour plusieurs, on va dire, grandes recommandations sur le pourquoi. Donc le premier, c'est que on a une modification en fait de notre territoire. C'est-à-dire qu'on modifie la Terre. Donc je ne vais pas m'étendre sur les détails, parce que vous l'avez quand même relativement bien vu dans le film précédent. Malheureusement, tout ce qui est dit dans le film est vrai. Hein. Yann Arthus-Bertrand a travaillé avec un scientifique, notamment Franck Courchamp, avec qui on travaille beaucoup. Et donc tout ceci est étayé, en fait. Tout ce qu'il a dit est étayé. Et nous, on peut faire les mêmes constats dans les publications scientifiques. Et que donc cette modification de la terre, en fait, le changement d'usage des terres, qui est principalement causé par l'agriculture et donc à terme par la déforestation, c'est responsable de 30% des nouvelles émergences dans le monde. Donc c'est quand même énorme en fait. Hein. Quand vous avez 30%, c'est que les autres causes sont forcément un peu moins grandes. Et que la deuxième cause, finalement la plus directe, la plus naturellement comprise, c'est le commerce d'animaux sauvages. Et donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, évidemment, la dernière chose, mais je pense que ça a été très bien mis en évidence dans le film, c'est finalement notre empreinte globale. C'est-à-dire qu'est-ce que l'homme arrive à faire avec sa richesse, l'énergie, la façon dont il l'a captée et utilisée. Donc, j'ai quelques chiffres ici aussi qui rejoignent complètement ceux qui ont été présentés dans le film. Donc je ne m'arrêterai pas sur ceux qui ont déjà été cités, mais je voudrais quand même vous montrer peut-être le tableau qui est à droite, là, qui vous montre, alors c'est en anglais, mais qui vous montre la différence en fait entre, donc en pourcentage, d'augmentation d'un certain nombre d'activités humaines. Et je trouve, pour ma part, que c'est quand même très éclairant, voire glaçant. Donc par exemple, si on reprend la troisième ligne, vous voyez, c'est le tourisme. Donc là, les chiffres, c'est de 1950 à 2016. Et vous voyez qu'il y a une augmentation de 5600% de voyages individuels. Donc ça, en fait, c'est les arrivées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il est comptabilisé. Et ben, on a 5600% de plus de gens qui font des voyages de tourisme depuis 1950. Donc c'est quand même énorme. Après, on peut regarder aussi, on a vu des belles images, plutôt, enfin je trouve pas ça très beau, mais enfin, des images de containers. On peut regarder, vous voyez, sur les containers de 1980 à 2018, vous avez une augmentation de 1951% de ces containers, donc qui sont échangés dans le monde partout et qui participent finalement à l'empreinte globale de l'homme. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont très emblématiques en fait de notre empreinte humaine, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on habite la Terre et comment est-ce qu'on modifie tous ces cycles. Donc, en effet, on peut considérer quand même que du point de vue de l'humain, hein, si on se déconnecte complètement de la biodiversité de la Terre et qu'on surplombe un peu et qu'on regarde ce qui est devenu l'espèce humaine, c'était la première partie du film. Bah oui, c'est quand même une réussite puisqu'on est passé. Donc là, vous voyez, l'espérance de vie en l'an 0, c'était 24 ans. Aujourd'hui, on est à 73 ans. Donc c'est vrai que ça peut quand même paraître relativement sympathique. Alors évidemment, tout ça, s'il y a des grandes disparités entre les gens, là, évidemment, 73 ans, c'est plutôt pour nous. Et puis, dans certaines populations, ils sont plutôt restés aux alentours de 40 ans. Quoi. Mais c'est en moyenne. C'est le problème de la moyenne, c'est que ça ne montre pas les grands écarts. Après, quand vous pouvez regarder aussi le graphique en bas à gauche, ça vous montre en fait le capital produit. Et donc en fait, on voit que voilà, on a une explosion des richesses qui sont à disposition de l'humanité.
une explosion également de la population humaine, et puis tout d'un coup on voit apparaître une courbe en bleu qui descend. Et ça, en fait, c'est le capital naturel. C'est-à-dire cette explosion du bien, des biens en fait, de consommation pour les hommes, ça se fait au détriment des écosystèmes. Et donc on a des graphiques comme ça, parce qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à ce qu'on appelle les limites de la planète, et qui nous disent, oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. Alors il y a le changement climatique évidemment, mais ça je pense que voilà, on en entend largement parler. Mais il y a d'autres choses, il y a l'ozone. Bon, on a réglé quasiment le problème, on a l'acidification des océans, ça commence à être tendu, mais on est encore dans le vert. Puis après, il y a d'autres trucs qui apparaissent comme l'intégrité de la biosphère, donc en fait la biodiversité, qu'est-ce qu'on a fait de notre biodiversité. Et là, vous voyez tout de suite que ça explose, et bien plus d'ailleurs que le changement climatique. Sauf qu'il y a moins de monde quand même qui s'intéresse à ce qui se passe avec la biodiversité. Alors ça change beaucoup maintenant que le coronavirus a quand même modifié nos vies. Mais jusque-là, c'était relativement... Nous étions relativement peu entendus en fait. Et puis il y a autre chose, bon non, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est quand même aussi, c'est considéré comme la troisième menace qui pèse sur la Terre et sur l'humanité. C'est le fait qu'en fait, on relargue dans l'environnement des molécules qui ne sont pas des molécules naturelles, mais qui vont s'intégrer dans les grands cycles biogéochimiques, et donc notamment le cycle de l'azote, le cycle du phosphore. Et ça, en fait, ça va accélérer tous les autres processus, parce que, par exemple, sur l'azote, ça va homogénéiser les paysages, parce qu'il y a des espèces, notamment les espèces végétales, qui sont absolument peu tolérantes à l'azote. Et en fait, quand on fertilise par exemple les terres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter de l'azote chimique, donc chimiquement fabriqué, et il va se redéposer, en fait il va intégrer le cycle de l'azote, et du coup il va se redéposer dans les mers, sur les terres, dans les eaux intérieures, et il va empêcher certaines plantes de pousser, et donc il va détruire en fait des chaînes trophiques. Et ça, c'est un vrai problème catastrophique, d'autant plus que, soit dit en passant, une certaine partie de ce cycle en fait, émet aussi des molécules qui sont précurseurs de gaz à effet de serre. Donc ça va aussi aggraver le changement climatique à terme. Et bon, je suis là pour parler de biodiversité, santé, de maladies infectieuses, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais passer tout de suite à la suite. Donc toujours dans la même réussite qui est relativement désastreuse pour les écosystèmes. Vous voyez en haut à gauche la carte des sols dans le monde. Alors vous savez que bon, le sol, c'est ce qui permet de produire notre nourriture, hein, donc c'est quand même assez essentiel de les préserver. Et puis là, on voit que ce qui est rouge, c'est pas très bon, ce qui est vert, ça va encore. Mais vous voyez en fait que quand on regarde mieux, on se rend compte que toutes les terres cultivées sont rouges en fait. Hein. Tout ce qui est vert, c'est du désert, l'Arctique, l'Antarctique, ou des zones qui sont très peu habitées et très difficilement cultivables en fait. Donc à chaque fois que l'homme est arrivé dans un espace, il a cultivé, il a détruit des sols. Or, dans les sols, il y a 25% de la biodiversité terrestre, et donc il faut la préserver, parce que cette biodiversité décline aussi beaucoup. Et là, en fait, on ne connaît que 1% de la biodiversité des sols, il n'y a que 1% des espèces qui ont été décrites. Donc en fait, on sait qu'il y en a qui disparaissent, mais on ne sait même pas lesquelles disparaissent. Donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, ici, vous voyez les courbes globales de l'abondance des vertébrés mesurées sur un certain nombre de populations. Donc ça, c'est le WWF qui publie cet index planète vivante tous les ans. Donc, vous voyez que voilà, résolument, depuis les années 70, ça diminue. En bas à gauche, ça c'est un graphique que l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale, avait sorti en tant que conclusion d'un certain nombre d'études qu'elle a étudié et qui montre, en fait, ça c'est le pourcentage d'extinction. Donc c'est en fait l'augmentation, l'accélération des extinctions. Donc c'est un graphique un peu inverse du précédent, où on voit que voilà, les animaux les plus menacés en termes de pourcentage d'extinction, c'est les amphibiens, et les mammifères aussi beaucoup, les oiseaux, les reptiles et aussi les poissons, qui finissent par vraiment pâtir en fait de l'empreinte humaine. Et puis, pour finir, une publication qui était sortie en 2018, donc avant la pandémie, et qui a essayé de regarder l'humanité, enfin pas l'humanité, la biodiversité différemment, en regardant non pas le nombre d'espèces, c'est souvent comme ça qu'on compte la biodiversité, enfin qu'on essaye de la qualifier, mais là en fait il a regardé la biomasse, c'est-à-dire finalement la masse de chaque type d'être vivant. Donc il y a des chiffres qui, par exemple, estiment que la biomasse totale au niveau mondial, c'est 550 gigatonnes de carbone. Et que dans ces 550 gigatonnes de carbone, il y a surtout des plantes qui représentent environ 450 gigatonnes. Là, on fait un petit focus sur ce qui s'est passé en fait sur les mammifères, les animaux, les mammifères terrestres. Et donc on voit qu'il y a 100 000 ans, c'est le premier petit graphique là,
finalement, voilà, il y avait majoritairement des mammifères sauvages. Et puis, aujourd'hui, vous voyez une érosion sans précédent des mammifères sauvages, et puis un remplacement, finalement, en termes de carbone, hein, de masse, par les animaux domestiques, et l'homme, évidemment, le petit rectangle au rose plus foncé qui est au-dessus. Et donc, en effet, toutes ces publications scientifiques, on dit qu'il y a à peu près 1 million d'espèces qui sont menacées. En fait, l'érosion de ces espèces arrive à des rythmes qui sont non soutenables par les espèces, donc elles ne peuvent pas s'adapter, parce que ça va de 100 à 1000 fois plus vite que ça a été constaté au cours des temps géologiques. Et ça, en soi, ça pose aussi un problème, parce que ça veut dire que les espèces vont disparaître non pas parce que la pression est trop forte, mais parce que la pression est trop rapidement forte, en fait. Alors qu'une pression forte pourrait être supportée si elle était étalée dans le temps. Alors, évidemment, quand on parle de biodiversité, d'érosion, on retombe toujours sur l'agriculture intensive, puisque, alors ça, bon, je commence par le graphique en bas à droite, vous voyez que voilà, les animaux domestiques, c'est un compartiment de plus en plus grand, de plus en plus mobile, et donc de plus en plus favorable aux épidémies. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a une population homogène, en fait, les virus, les bactéries, tous les agents pathogènes en fait, qui réussissent à s'intégrer ou à s'adapter à cette population, ils vont réussir beaucoup plus à se disperser ou à faire des dégâts, parce que l'individu qui est à côté de l'individu malade, il va lui ressembler tellement que le virus, la bactérie ou le parasite n'aura pas tellement d'efforts à faire pour infecter le voisin. Et donc, dans les élevages intensifs, avec des animaux qui sont quand même soumis à des stress assez intenses, hein, on a vu, la caricature, c'était les élevages de porcs, les élevages en hauteur de porcs dans des bâtiments. Donc en effet, là, on ne peut pas considérer que les animaux, ils ne sont pas stressés. En fait, ils sont extrêmement stressés. Donc quand on est stressé, vous savez, on tombe plus facilement malade. Donc il suffit qu'il y ait un petit virus ou une petite bactérie qui arrive pour que ces animaux soient complètement décimés. En plus, bon, comme les humains, les animaux sont échangés dans le monde à des rythmes infernaux. Et donc, voilà, ici en bas à droite, c'est les échanges de porc dans le monde. Hein. Vous voyez qu'on produit du porc dans des endroits et puis on le consomme, on peut le consommer de l'autre côté de la planète. Ça se fait de manière extrêmement rapide. Et finalement, on ne s'en rend pas compte parce que quand on achète quelque chose dans un supermarché, si on ne fait pas attention, on peut tout à fait consommer, surtout dans des produits d'ailleurs transformés, où on ne voit pas très bien l'origine des ingrédients, puisqu'il y en a 10-15, on peut avoir ce problème-là. Ah oui, Gilles me fait signe d'accélérer. Je vais accélérer. Voilà, bon, ça c'est juste pour montrer l'empreinte humaine. Alors l'empreinte humaine, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est un indicateur qui montre que, en fait, on consomme plus que ce que peut produire le pays dans lequel on habite. Donc, par exemple en France, on a une empreinte humaine par habitant de 4,7 hectares par habitant et par an, c'est-à-dire qu'il nous faut 4,7 hectares pour remplir tous nos besoins en moyenne, la nourriture, le chauffage, l'énergie. Et en fait, la France elle-même, le territoire, ne peut soutenir que 2,7. Donc forcément, il y a 3 hectares de différence. Où est-ce qu'on va les chercher? Dans les pays qui, eux, ont une empreinte humaine qui, pour l'instant, est positive. Et donc vous voyez bien quand même que c'est quand même les pays les plus industrialisés qui ont cette empreinte humaine la plus délétère. Alors, on va repartir maintenant sur la régulation des maladies infectieuses et pourquoi est-ce qu'en fait, dans des environnements dégradés, les maladies infectieuses augmentent en fréquence. Alors déjà, ça c'est donc une constatation, déjà, c'est que quand on compare des endroits non dégradés et des endroits dégradés, on constate qu'il y a plus de maladies infectieuses qui sont diagnostiquées dans les endroits dégradés. Vous voyez par exemple le premier, c'est donc les maladies à vecteurs, donc le risque en fait de ces maladies à vecteurs, une étude au Costa Rica qui a montré qu'en effet, dans les districts où il y avait le plus de paysages anthropisés, avec beaucoup d'agriculture, de l'urbain éventuellement, il y avait plus en moyenne de maladies à virus Zika, de dengue, de leishmaniose, de maladies de Chagas et de paludisme. Même constatation quand on regarde ce qui se passe par rapport à des aires protégées. Donc vous voyez, le 0, en fait, c'est l'état de référence. Quand c'est plus que 0, c'est que le risque est augmenté, et quand c'est moins que 0, c'est que le risque est diminué. Donc si vous voyez à peu près, si vous avez des pertes de forêt dense, le risque des maladies globales, maladies adultes, est augmenté, les maladies respiratoires aussi, les diarrhées et les fièvres.
Et vous voyez que quand on regarde Protected Area Coverage, et ben là, c'est l'inverse, c'est diminué. Donc ça veut dire que dans les aires protégées, où il y a plus de biodiversité, où les espaces sont mieux préservés, et ben on constate moins, les gens tombent moins malades. Alors, comment on explique ça? Donc il y a beaucoup de mécanismes, là je vais vous en détailler juste deux. Le premier, c'est il y a en fait une espèce d'équilibre qui se fait entre ce qu'on appelle des effets d'amplification des maladies ou du risque d'émergence et des effets de dilution des risques d'émergence. Donc le risque de dilution, l'effet de dilution, c'est assez simple. Si vous avez un vecteur, un moustique par exemple, qui va piquer un animal qui est insensible au virus qu'il porte, bah, le virus il va être transmis à l'animal, mais comme l'animal est insensible, ça va être ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique, il ne va pas y avoir de retransmission. Par contre, si l'animal est sensible, à ce moment-là, le moustique pique l'animal multiplie la bactérie par exemple, ou porte le virus et réussit à le retransmettre à un autre moustique qui s'infecte à son tour et qui peut infecter un autre animal. Ça, c'est l'effet de dilution, parce que quand, en haut à gauche, quand vous avez beaucoup d'animaux qui sont non compétents, bah, du coup, les moustiques, il va y avoir beaucoup de cul-de-sac, et du coup, bah, le moustique qui va piquer l'animal non compétent, il ne va pas s'infecter, et ça dilue, en fait, le risque de maladie. Le risque d'amplification, bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des moustiques ou des bactéries ou des virus qui sont très adaptés, ou qui s'adaptent facilement, bah finalement ils vont réussir à s'adapter à différents hôtes et plus il y a de biodiversité, on peut dire là, plus il y a de risques finalement que la bactérie ou le virus s'adapte à des hôtes différents et soit ensuite transmissible à l'homme. Et donc ces deux effets qui sont antagonistes vont en fait expliquer pourquoi certaines maladies émergent et peuvent être transmises à l'humain. Et puis l'autre côté, c'est aussi une étude intéressante qui a démontré donc en 2020 qu'en fait, dans les milieux dégradés, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est pareil, le zéro, là, il est horizontal. En fait, plus vous dégradez le milieu, donc vers les milieux secondarisés, gérés, ou alors même les milieux urbanisés, plus vous dégradez le milieu, déjà moins il y a de biodiversité. Et en plus, plus vous avez des animaux qui subsistent, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de la petite ligne pointillée, qui sont porteurs de pathogènes partagés avec l'homme. Les autres, en fait, ils diminuent. Et vous voyez, il n'y en a presque plus dans les milieux urbanisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'homogénéisation de la capacité des animaux qui vivent avec nous à nous transmettre des pathogènes. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ensuite, trois exemples pour finir, Gilles. Donc, déforestation et épidémie. Donc le premier, c'est Ebola. Pour voilà, vous dire que le virus, qui est un virus quand même relativement mortel, hein, c'est 80% de mortalité, Ebola, c'est une maladie qui est là à peu près depuis 1976 et il y a un lien très clair qui a été fait entre la destruction de forêts depuis 2 ans et les apparitions d'Ebola, avec un décalage en fait entre la perte de forêt et l'apparition des épidémies. Et ça arrive souvent, surtout quand il y a perte de forêt dense, donc les forêts tropicales par exemple, et quand il y a moins de 83% de couverture de canopée. À ce moment-là, il y a plus de risques que la maladie émerge. Donc, je passe rapidement. Le deuxième exemple, c'est donc le paludisme, qui est une maladie, donc, comme vous l'avez vu, assez importante et assez impactante. Donc même chose, hein, le paludisme, c'est quand même 200 millions de personnes dans le monde infectées, 400 000 décès, donc c'est quand même une maladie très, très délétère. Et donc là, en fait, c'est une maladie à vecteur, c'est-à-dire que là, vous allez avoir l'intervention d'un moustique. Et ce qui est intéressant avec les moustiques, c'est qu'ils sont très adaptés au milieu anthropisé. Puisque le moustique, pour se reproduire, il va avoir besoin de trous d'eau. Et donc, si dans le trou d'eau, il trouve des prédateurs, bah forcément, il y aura moins de moustiques. Donc les prédateurs, ils vont réguler un petit peu la population de larves de moustiques. Or, qu'est-ce qui se passe dans un milieu qui a été déforesté? Puisque là, on regarde la relation entre forêt, destruction de la forêt et maladie. Et ben, en fait, il y a des trous d'eau qui se créent, des ornières, voilà, les travaux, les engins de chantier créent des ornières. Et dans ces ornières, évidemment, vous n'y trouvez pas de poissons, parce que c'est trop petit, mais vous y trouvez des larves de moustiques. Ensuite, si vous coupez les arbres, vous n'avez plus d'arbres, il y a moins d'oiseaux. Or, les oiseaux mangent aussi les moustiques ou leurs larves. Et donc, tout ça. Et en plus, il y a un autre phénomène, c'est que dans une zone déforestée, il fait plus chaud. Vous avez pu le constater quand vous baladez en ville, sous des arbres, il fait moins chaud que sur un trottoir. Bah, les moustiques, c'est pareil. Sauf qu'eux, ils préfèrent le chaud. Donc, quand il fait plus chaud, quand les températures moyennes augmentent, eh bien, les larves sont plus grosses, les adultes arrivent mieux à maturité, et du coup, on a constaté que dans les lisières, en fait, il y avait 13 fois plus de piqûres dans les zones déforestées que dans les forêts. Et donc, ce qui explique plus de piqûres, donc plus de paludisme.
Alors, j'ai pas le temps d'expliquer, il y a d'autres phénomènes qui interviennent, notamment, en fait, plus il y a de piqûres, plus il y a de paludisme, plus il y a de paludisme, plus il y a de malades, et plus il y a de malades, moins il y a de déforestation. Et donc, en fait, ça vous montre aussi ce genre d'équilibre qui arrive dans ce genre de maladie, ce qui fait que parfois, il y a des signaux qu'on n'arrive pas à détecter, parce qu'on est déjà dans un cycle qui va s'autoréguler, en fait. Autre chose, je voulais quand même vous parler du virus Nipah, puisque le virus Nipah, en fait, c'est un virus qui est extrêmement pathogène, très mortel, qui heureusement a été cantonné, puisque là, en fait, ça n'a pas déclenché une épidémie, ni une pandémie. Ça a déclenché, il y avait une zoonose, il y avait des maladies, mais qui est restée très locale. Et ça, c'est un virus qui est transmis par les chauves-souris, comme le coronavirus, en fait, c'est pour ça que j'en parle. Et donc là, on a des différentes modalités de transmission parce que le virus, il a réussi en fait à s'adapter. Il y a eu une première émergence en 98 avec un passage par le porc, qui était un hôte intermédiaire. Mais en 2001 en Bangladesh et en 2001 en Inde également, le même virus, pardon, qui n'est pas un coronavirus, qui est un Nipah-virus, le même virus, en fait, il a réussi à infecter directement des hommes qui mangeaient la sève de palmier dattier qui était contaminée par des urines de chauve-souris, et même, il a réussi à infecter directement des humains, de la chauve-souris à l'humain. Donc ça, c'est pour vous montrer, en fait, que ces virus, ils ont quand même aussi une énorme plasticité, et que c'est pas parce qu'on a réussi à se débarrasser d'un virus un jour qu'il ne va pas essayer d'évoluer et réussir à nous infecter d'une autre manière. Alors, contribution à la déforestation des pays, et ben, là c'était juste pour vous montrer que la France est quand même relativement bien placée, donc ça c'est une médaille qu'on n'aurait peut-être pas souhaité avoir, et que donc là je rejoins vraiment ce qui a été dit, c'est qu'on peut tous contribuer en fait à limiter cette déforestation. Alors je vais passer rapidement sur les animaux, le trafic d'animaux sauvages, puisque bon, a priori quand même, ça concerne moins nos modes de vie à nous, mais juste quand même vous montrer le petit graphique en bas à droite, pour vous montrer qu'en fait, quand on parle de trafic d'animaux sauvages, souvent on dit oui, mais bon, quand même, il y a des populations qui en dépendent. Bah, c'est de moins en moins vrai, hein, parce que les barres rouges, en fait, c'est ce qui est le commerce. Et donc, vous voyez que dans certains pays, les animaux sauvages, c'est pas pour la subsistance, c'est pour le commerce. Alors, dans d'autres pays, en effet, il faut faire attention, parce qu'il y a des populations qui en dépendent pour vivre. Et dans ce cas-là, la problématique se pose quand même très différemment. Et puis, juste une ouverture sur biodiversité et santé, c'est pas que les maladies infectieuses, hein, on en a parlé un petit peu dans le film, donc il y a aussi la nourriture, mais il y a aussi l'épuration de l'air, l'épuration de l'eau, la régulation des événements catastrophiques, la régulation du changement climatique aussi, il y a des interactions entre biodiversité et changement climatique qu'il faut prendre en compte. On ne résoudra pas les problèmes climatiques sans s'occuper de la biodiversité. Et puis, dernière diapositive, juste pour faire réfléchir, vous dire que la moitié du PIB mondial est moyennement fortement dépendant d'une biodiversité fonctionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un fil, que pour l'instant, bah, qu'est-ce qu'on constate? Il y a 1000 milliards de dollars US, ça c'était des chiffres 2019, qui sont consacrés à subventionner des activités qui sont défavorables à la biodiversité, par exemple quand je subventionne des énergies fossiles, quand je subventionne l'aviation, quand je subventionne beaucoup de choses comme ça, bah, c'est 1000 milliards de dollars, et pendant ce temps-là, à côté de ça, on est très content de dire qu'on fait des efforts à hauteur de 124 à 143 milliards de dollars pour protéger la biodiversité. Donc en fait, moi je pense qu'on n'y arrivera pas si on continue sur cette lancée-là et qu'il faut en effet que la finance se saisisse vraiment de cette question. C'est-à-dire qu'est-ce que je finance et quelles sont les conséquences en fait? Qui va payer finalement le fait que moi je gagne de l'argent parce que je finance telle ou telle entreprise qui elle-même participe à la déforestation? Et donc, pour le dernier mot, depuis le début de la pandémie, en fait, le G20, donc les 20 pays les plus riches du monde, a investi 382 milliards pour soutenir différents types d'activités qui sont dépendantes des énergies fossiles, et plus de la moitié de cette somme, c'est-à-dire 206 milliards, ont été directement donnés à des activités qui étaient relatives aux énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans un changement de monde qu'on avait appelé de nos voeux, je pense tous, quand la pandémie a débuté. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Gilles, parce que j'espère qu'il aura des propos un peu plus positifs sur les actions, qu'est-ce qu'on peut faire. Merci Hélène. Bon, donc un exposé scientifique complexe. En ce qui me concerne, je ne suis pas un scientifique, je voudrais simplement vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, quand tu as dit « on savait », j'ai envie de vous dire, achetez en librairie un livre très simple, paru en 2016, qui s'appelle « La prochaine peste », écrite par un scientifique, Serge Morand. Donc en 2016, il y avait un livre qui vous expliquait ce qui nous est arrivé. C'est un peu comme le film de Yann Arthus-Bertrand. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? Alors je vais vous raconter quelques petites histoires pour essayer de vous dire qu'on peut faire des choses. La première petite histoire,
Ouais, je pense que, évidemment, vous avez tous en tête, quand on parle médecine, science, Pasteur. Pasteur, la belle histoire du vaccin contre la rage. Alors la rage, vous connaissez. En 1970 et quelques, la rage arrive en France par l'Est, par l'Allemagne. Il nous est tellement arrivé de choses de par l'Est. Et la réaction est « Ah oui, mais c'est les renards qui portent la rage ». Donc les préfets décident d'éradiquer les renards en Alsace, en Lorraine. Et on fait appel aux chasseurs et on se met à tuer du renard. 2 ou 3 ans après, on constate que la rage a accéléré sa progression, qu'elle atteint le bassin parisien et qu'elle descend en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il y a quelques vétérinaires et écologues qui expliquent la chose suivante. Le renard est un animal territorial et il le défend. Ça veut dire que si vous réussissez à tuer un renard, tous les renards du voisinage vont se mettre à se bagarrer pour essayer de lui prendre son territoire qui est resté vacant. S'il y en a un qui a la rage, vous en avez 4 à 5 au bout de la bagarre. Si vous avez tué le renard, qu'il est resté sur place, ceux qui sont des voisins vont venir vérifier qu'il est bien mort. Et le renard, pour vérifier que son voisin est bien mort, il le mord. Donc s'il a la rage, celui qui l'a mordu attrape la rage, en plus de la bagarre. Si vous blessez le renard simplement, il se sauve. Les voisins, ils en profitent. Et donc de nouveau bagarre. En clair, la compréhension de l'éthologie du renard aurait dû nous amener à nous poser la question. Mais plus que ça, on avait quand même réussi à diminuer la population de renards. Ce qui veut dire que les années suivantes, les récoltes de céréales se sont effondrées. Mais pourquoi? Parce que le renard, il bouffe des campagnols et des rongeurs. Et que si vous avez moins de renards, vous avez l'explosion de rongeurs. Ça, les agronomes auraient pu nous le dire. Ah, je vous donne la fin de l'histoire parce qu'elle est venue de Suisse. Les Suisses, eux, ils n'ont pas oublié Pasteur, qui était dans le Jura, vous savez, à côté. Ils n'ont pas oublié le vaccin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les vétérinaires? Comment administre-t-on un vaccin en médecine vétérinaire? On ne va pas se mettre de la picouse au renard, bien quoi. On donne aux poulets, aux animaux qu'on veut vacciner, on donne de la nourriture dans laquelle on a mis des vaccins. C'est ce qu'ont fait les Suisses. Ils ont fait des boulettes de viande qu'ils ont disséminées par hélicoptère ou largement. Résultat, non seulement les renards étaient vaccinés, mais les chiens errants, les blaireaux, les lynx. La rage s'est arrêtée en Suisse. On a après, évidemment, appliqué ça en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait un savoir médical. Oui, la rage, elle est mortelle chez l'homme. Mais on connaît le vaccin. Un savoir vétérinaire. Comment vacciner des animaux, notamment sauvages. Un savoir écologique. Quelle est la relation du renard à son environnement, comment il vit lui-même. Un savoir agronomique. Le lien, évidemment, avec les rongeurs et les récoltes. Et c'est bien cette interdisciplinarité qui est un enjeu majeur face au risque de maladie. Première information qui me paraît fondamentale que vous ayez en tête. La deuxième, c'est que justement ça peut se faire au niveau international. En mai 2021, c'est pas vieux, enfin, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, l'Organisation de l'agriculture, FAO, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, enfin, se sont mis ensemble pour poursuivre un programme qui était initié au niveau international depuis les années 2000 sur l'initiative justement de l'Organisation mondiale de la santé animale, un programme qu'on appelle One World, One Health, une seule santé, avec l'idée de travailler enfin tous ensemble à la compréhension globale de la circulation de la santé, de la circulation des virus, etc. Et a été mis en place un groupe en mai 2021 d'experts internationaux, 26 experts qui vont être mobilisés pour croiser les études dans tous ces domaines, dont Serge Morand, dont je vous ai dit qu'il avait fait ce livre.
Donc au niveau international, on avance. Mais au niveau local, je vais vous donner une autre histoire. Et vous verrez l'action au niveau local des collectivités territoriales. J'avais dit, on peut le faire. L'autre histoire, c'est celle de l'ambroisie. L'ambroisie provoque des maladies pulmonaires, des asthmes, des allergies extrêmement violentes. Ce qui fait que d'ailleurs, dans les années 90, à Lyon, au service des urgences de l'hôpital Grange-Blanche, au mois d'août, il y a eu une explosion telle qu'il a fallu en urgence doubler le nombre de médecins, d'infirmières et surtout des commandes d'antihistaminiques en urgence parce qu'il y avait une affluence énorme de gens qui étaient atteints. Mais qu'est-ce que cette ambroisie et d'où venait-elle? Bon, d'abord, comme l'a très bien expliqué Hélène, tel bien que vous l'avez vu dans le film, elle a voyagé. Elle a voyagé, mais au 19e, en 1850 et quelques, elle arrive en Europe en venant d'Amérique du Nord. C'est une plante d'Amérique. Elle s'est baladée à bas bruit jusque dans les années 70, justement à Lyon. Pourquoi? L'ambroisie, c'est une plante de reconquête. C'est une plante qui adore les friches. Pourquoi? Parce qu'elle aime le soleil. S'il y a trop d'ombre, elle ne peut pas se développer. Et justement, dans les années 70, à Lyon, on a construit un immense aéroport. On a commencé par décaper une centaine d'hectares pour construire l'aéroport de Satolas, devenu Saint-Exupéry. Il y a eu des problèmes administratifs, chantiers. On a arrêté le chantier pendant 2 ans. 100 hectares défrichés pendant 2 ans. Quelle aubaine pour l'ambroisie, qui s'est développée de manière merveilleuse. Et ensuite, on l'a vu se développer, les allergies, dans tous les villages, en direction de Lyon, de Grenoble. C'est curieux, elle suivait, j'étais ingénieur routier, elle suivait les routes départementales et les routes nationales. Et au mois d'août, 30 à 70% des personnels d'entretien des routes étaient malades. Pourquoi? Tout simple. On fauchait les bords des routes au mois d'août pour la rentrée. Qu'est-ce qu'on faisait en fauchant? D'abord, les graines, on les multipliait. Vous savez, une fleur d'ambroisie produit 3000 graines. Vous voyez ce que ça veut dire comme explosion. Donc d'abord, nos personnels avaient droit aux graines en fauchant. Mais en fauchant, on trimballait les graines un peu plus loin. Donc la première des réactions, ça a été, on arrête de faucher au mois d'août. Mais plus que ça, il faut arrêter de faucher tout court, de façon à ce que plein d'autres plantes se développent le long de nos routes, fassent de l'ombre et empêchent à l'ambroisie. Et enfin, il faut trouver une autre méthode pour repérer l'ambroisie et l'arracher. C'est ce que l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes s'évertue à expliquer aux citoyens, aux collectivités territoriales, et par exemple l'agglomération de Valence, aujourd'hui, fait un travail de repérage des zones où il y a des ambroisies par drone, etc. Et il y a des campagnes d'arrachage pendant l'hiver, où là, il n'y a aucun danger, arrachage à la main, de façon à faire disparaître. Et surtout, on a arrêté, comme je vous l'ai dit, de faucher, il n'y a pas que de faucher, de labourer au mois d'août. Parce que si vous labourez, vous fabriquez une friche. Si en revanche, vous avez des méthodes différentes d'agriculture, par exemple, de l'agriculture sans labour avec semi-direct sous couvert végétal, là, vous allez créer aussi dans les champs une possibilité de concurrence. Donc là encore, interdisciplinarité pour faire comprendre et surtout action locale. Ce qui veut dire que localement, sur les territoires, il nous faut analyser quelles sont les maladies des gens localement. On ne va pas être malade de la même chose en Camargue ou à Lille. En Camargue, oui, effectivement, la question du risque du paludisme ou du West Nile grâce aux moustiques est un vrai problème. À Lille, ça va être plutôt la pollution de l'air. Donc, premièrement, quelles sont les maladies? Deuxièmement, quel est l'état de l'écosystème? Comment on agit sur lui? Comment on l'attaque? Et effectivement, à partir de cette analyse où on a fait travailler des médecins, des agronomes, des vétérinaires, des écologues, mais aussi les acteurs, les agriculteurs qui connaissent très bien quels produits ils utilisent, les élus, ensemble avec les habitants, on devrait pouvoir trouver des solutions locales, parce qu'on vous a parlé dans tout le film et tout à l'heure du fonctionnement de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? C'est pas simplement
une girafe, un lion, un éléphant, un homme ou un singe ou un bœuf, c'est-à-dire une différence d'espèces, c'est une interrelation entre toutes ces espèces. Je vous ai parlé du renard qui mange le campagnol, qui mange nos récoltes. Donc il y a des interrelations. Donc il faut comprendre ces interrelations pour effectivement... Or, cette interrelation ne va pas être la même dans la garrigue provençale, juste vers chez nous, que, évidemment, sur mon plateau ardéchois ou dans les grandes plaines des Alpes-Maritimes, de l'Aquitaine. Donc, il nous faut comprendre localement pour agir localement. Vous voyez bien le lien qu'on évoque tout le temps, pensée globale, agir local. Je voudrais résumer tout ce que je viens de vous dire d'une manière simple. Et Yann Arthus-Bertrand et Hélène vous l'ont dit avec plein de beauté. L'être humain est un être vivant. Nous n'habitons pas Mars. Dans l'Eden Théâtre, vous n'êtes pas à part. Ce qui veut dire que la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et le fonctionnement des écosystèmes sont un et reliés. À commencer par votre microbiote, c'est-à-dire les bactéries que vous portez sur vous. Vous savez, vous avez environ 30 000 milliards de cellules dans votre corps. Vous avez aussi 30 000 milliards de bactéries sur vous. Et heureusement, parce que c'est elles qui vous permettent de digérer, etc. L'être humain est un être vivant. Le Covid n'a été que le fait qu'on n'ait pas compris ça. Et il nous faut le comprendre. C'est un peu ce que vous a dit Yann Arthus-Bertrand. Voilà, je ne voudrais pas vous en dire plus, simplement pour vous dire, comme disait Yann Arthus-Bertrand à la fin, agissez dans des associations, dans votre commune, autour de vous, dans votre famille. Oui, on peut agir, mais pour cela, il faut comprendre, donc aller au contact des scientifiques, ici, ailleurs, lire, et puis s'y mettre. Parce que c'est pas en attendant la COP je ne sais pas combien qu'on va régler le problème. C'est en s'y mettant tous. Et en ce qui concerne la biodiversité, la convention qui a été signée en 1992 pour préserver la diversité biologique, effectivement, fait l'objet de conférences régulières. La prochaine, elle a lieu au mois d'octobre en Chine. Très curieusement, les Chinois n'ont pas voulu qu'on aborde le sujet de la santé. Bien, merci. Daniel, ce que je te propose, c'est de commencer à ouvrir pour aérer un peu. Ça va nous permettre de prendre une ou deux questions. S'il te plaît. Bon, merci à tous les deux pour vos présentations. Il y avait une main qui se levait. Georges, je me posais une question. On a 5 minutes. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas une question, c'est un peu pour résumer que nos spécialistes plutôt terrestres, moi je suis écologue marin, mais on a exactement les mêmes problèmes sous l'eau. Sur Terre, ce sont les animaux, sous l'eau, ce sont les poissons qui nous dispatchent les polluants. À l'heure actuelle, le golfe de la Ciotat et de Cassis, tous les organismes marins, oursins, poissons, poulpes, sont impropres à la consommation. Surtout pas que les femmes enceintes en prennent. Bon, pour résumer, une phrase qui me trotte à l'esprit, pour résumer le travail de madame et de monsieur, c'est « Comment voulez-vous que l'être humain soit en bonne santé sur une planète qui est malade ?» Merci. Je voudrais ajouter un petit point. Quand nous nous soignons, nous risquons de faire du mal à la planète. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez des médicaments, nous prenons tous des médicaments. Ils passent dans notre corps et puis ils s'en vont aux toilettes. Et les toilettes, elles vont dans la mer. L'Ifremer a fait des études intéressantes dans les calanques de Cassis-Marseille il y a quelques années. Je peux vous dire que les poissons n'ont pas mal à la tête vu le taux de paracétamol qu'il y a dans les calanques de Marseille. Et on peut dire la même chose ici. Et après, vous les mangez, les poissons, évidemment, qui ont trimballé ça. Deuxième chose.
pour nous sauver d'un certain nombre de maladies infectieuses. Grâce à Ian Fleming, on a inventé quelque chose qu'on appelle les antibiotiques, en clair antivivants, qui effectivement, face à une bactérie infectieuse, nous permettent de la cibler et de la tuer. Le problème, c'est que le vivant, ça vous a été expliqué, depuis 4 milliards d'années, il passe son temps à s'adapter. Donc si grâce à cet antibiotique, vous zigouillez 90%, 99% des bactéries, ben, il y en a 1% qui a résisté parce qu'elle avait un petit gène, et c'est elles qui vont se reproduire. D'où l'émergence de ce qu'on appelle de l'antibiorésistance. Donc il faut y faire très attention, et ça oblige à faire de la recherche pour trouver de nouveaux antibiotiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique considère que ça ne paye pas assez cher, donc la recherche baisse en antibiotiques, alors même que les antibiorésistances augmentent notamment dans les salles d'opération. Mais pire que cela, ce que des scientifiques m'ont appris il y a environ une dizaine d'années, c'est que quand on utilise des biocides, bon, c'est quoi un biocide? Bah, c'est un bactéricide, c'est le machin que vous mettez dans les WC, c'est le gel hydroalcoolique, c'est les pesticides, etc. Quand on utilise ça, on risque, et Rachel Carson, en 1962, dans son livre « Le printemps silencieux », l'avait expliqué pour le DTT, pareil, de faire un tri de bactéries qui vont résister à ce bactéricide, parce qu'on va en zigouiller, elle est 999 pour 1000, mais il y en a un pour 1000 qui aura résisté, et qui va se reproduire. Je vous rappelle qu'une bactérie, ça peut se reproduire en quelques minutes. Hein. Ce que les scientifiques nous ont dit, c'est que les gènes de résistance aux biocides sont les mêmes que les gènes de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que plus on utilise les biocides, plus on fait émerger à l'extérieur de l'antibiorésistance. Et le problème face auquel les médecins se retrouvent confrontés aujourd'hui et nous alertent, c'est que non seulement vous risquez, si vous utilisez trop d'antibiotiques au-delà des 8 jours qu'on vous donne, etc., vous risquez de devenir antibiorésistant, mais de fait, nous arrivons tous maintenant à l'hôpital antibiorésistant puisque nous avons été soumis aux biocides. Et donc aujourd'hui, les médecins nous alertent en disant « Attention, la montée de l'antibiorésistance est un vrai fléau parce que les maladies infectieuses que tu nous as présentées, qui émergent régulièrement, on savait lutter contre, mais qu'on risque de ne plus pouvoir lutter contre parce qu'on n'aura pas d'antibiotiques et que nous serons antibioristes. » Voilà une autre petite histoire du vivant à laquelle réfléchir dans le lien entre la santé et la biodiversité. Donc dès que vous entendez le mot biocide, c'est-à-dire tuer le vivant, faites attention. Et à l'hôpital de Hyères, dans le Var, pas loin d'ici, vous avez un médecin qui s'est attaqué au sujet il y a une dizaine d'années, le docteur Karenko, médecin hygiéniste. Il a amené l'hôpital à arrêter d'utiliser les détergents et les bactéricides dans le nettoyage de l'hôpital. Aujourd'hui, il nettoie à la vapeur et aux serpillères microfibres. Non seulement on ne rejette plus ça dans la nature, mais il a réussi évidemment à éviter l'émergence au sein même de l'hôpital. Et autre avantage, pour nos amis financiers, ça coûte 3 fois moins cher l'eau que vous faites chauffer en vapeur que le bactéricide que vous achetez chez Johnson & Johnson. Voilà, donc une petite histoire locale. Le docteur Karenko, il a maintenant 500 établissements de santé en France, ont commencé à comprendre, mais si c'est le cas dans l'établissement de santé, on peut le faire dans les crèches. Donc la Belle Vie Écolo Crèche accompagne plusieurs centaines de crèches pour arrêter d'utiliser les bactéricides dans les crèches, parce que les premiers enfants qui se baladent par terre, qui lèchent, etc., peuvent être atteints, mais ça veut dire qu'il faut travailler dans les écoles, etc. Oui, on peut agir localement. Merci beaucoup, on peut les applaudir.